La déforestation a augmenté en 2024. Les activités humaines ont causé la destruction de 4000 hectares de végétation de plus qu'en 2023, selon une étude de l'ONG Auriga Nusantara. Pour défendre la biodiversité, une mesure radicale au Portugal, le Parlement du pays vient de voter un moratoire qui interdit l'exploitation minière des grands fonds sous-marins dans ses eaux territoriales. Cela jusqu'en 2050, c'est une décision inédite en Europe. Les fonds marins sont à la fois riches en métaux rares, utiles pour les batteries des véhicules électriques, mais ils comptent aussi un grand nombre d'espèces rares et souvent mal connues par les scientifiques qui demandent donc leur préservation. En France maintenant, la tombe de Jean-Marie Le Pen a été saccagée, probablement à coups de masse dans la nuit de jeudi à vendredi. Cela dans le cimetière de la Trinité-sur-Mer, dans l'ouest du pays. Jean-Marie Le Pen était une figure historique de l'extrême droite française. Il est mort au début du mois de janvier. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dénonce un acte qu'il qualifie d'abjection absolue. Et puis, c'était tout un symbole des Jeux Olympiques de Paris, la vasque avec son ballon gonflé à l'hélium de 30 mètres, allumé chaque soir pendant la compétition. Emmanuel Macron annonce que cette vasque va être réinstallée chaque été au parc des Tuileries, dans le cœur de la capitale française. Et cela jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles, qui sont prévus, je le rappelle, en 2028. Il est maintenant quasiment 17h10 ici dans nos studios à Paris. 16h10 en temps universel, c'est la fin de ce journal en français facile et vous pouvez évidemment le retrouver avec sa retranscription sur notre site internet dédié françaisfacile.rfi.fr. Merci beaucoup d'écouter la radio du Monde. Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud. Cybersécurité, cyberdéfense sont des domaines ultra sensibles de la puissance américaine. Comment interpréter les premiers signaux envoyés par l'administration Trump? La dérégulation, la politisation du cyber et du renseignement, on en parle avec l'historien Stéphane Taillat, membre du Centre de géopolitique de la datasphère. Les dessous de l'Infox, avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir, où que vous nous suiviez et quelle que soit la forme sous laquelle vous nous suiviez, que ce soit grâce à la radio, grâce à Internet ou encore grâce à France 24. Où que vous soyez, j'en profite pour saluer certains auditeurs qui ont eu la chance, le privilège de rencontrer sur le terrain l'un de nos collaborateurs. Il s'agit de Saliou Diouf qui rentre du Sénégal, qui rentre de Dakar et qui m'assure avoir rencontré beaucoup d'auditeurs et d'auditeurs heureux. Alors nous aussi, on est heureux de savoir que ça vous plaît, le Café des Sports et Radio Foot dans son ensemble. Merci pour vos appréciations, merci pour vos encouragements et aussi un clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent bien loin. C'est sûr qu'à Saliou Diouf, on n'a pas manqué de lui parler d'un certain duo et d'un certain duel du Café des Sports. Bonjour Xavier Barré, bonjour Émile Bonneau. Bonjour Annie. À tous. Je vous vois sourire, vous saviez qu'on parle de vous over the sea, comme on dit, bien loin d'ici. Il y a aussi évidemment Fred, on parle de lui parce que lui c'est le lien avec justement ceux qui sont très loin. Bonjour Frédéric Suto. Salut Annie, bonjour tout le monde. Les premiers messages, le Facebook Live, c'est parti. François Capia, premier message, 5 sur 5 qui nous dit « Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va à merveille », ça c'est Tierno Armad. Jaffer Ondongo, lui, à Brazzaville, carton rouge. À Radio Foot, pourquoi un programme aussi riche en seulement 48 minutes? C'est vrai que ça passe vite. Parce qu'on fait des miracles, ne vous inquiétez pas. Et on va essayer d'y arriver, en tout cas. Et puis, notre invité du jour, il est là. Marc Libra, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Je joue le rôle d'arbitre, c'est ça? Oui, vous allez essayer. Ça va pas être simple, hein, je vous préviens. Alors, je ne sais pas si on a invité un Marseillais ou un Toulonnais adopté à Marseille, mais vous aurez votre rôle à jouer. Parce que dans les débats du jour, notamment, alors nous commencerons évidemment par la Ligue des Champions qui nous cesse de nous surprendre et de nous plaire aussi. Après une sacrée soirée de multiplex, la folie
des barrages, des 16e qui ne disent pas leur nom et une confrontation qui a un air de finale avec ce tirage de ce matin qui opposera Manchester City et le Real Madrid. Oui, on aura face à face Haaland et Mbappé. Quelle folie! Il y aura aussi Monaco face au Benfica de Lisbonne et un duel franco-français entre l'épatant Brest et l'impressionnant PSG. Les affiches du week-end à travers les championnats européens, nous avons retenu Arsenal-Manchester City, un match où les Gunners sont tenus de l'emporter s'ils veulent rester au contact des Reds de Liverpool. Et puis au stade Vélodrome, n'est-ce pas, cher Marc, dimanche soir, l'Olympique de Marseille recevra l'Olympique lyonnais, un Olympico de malade. Habib Beye, enfin dans le grand bain. L'ancien entraîneur du Red Star a été choisi hier soir comme entraîneur du Stade Rennais en Ligue 1. Le défi est immense car ce club est actuellement menacé de relégation. 16e place après 19 journées. Bon, il en reste 15. Bonne chance Habib. Et puis, bien sûr, la séquence des cartons, les nôtres, les vôtres aussi, bien sûr. Cette émission a été préparée avec David Finzel et Laurent Salerno. Pour ce qui est des moyens vidéo, Yann Bourdela et Swell Kedir, l'autre duo en chef de cette émission. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Du suspense savamment entretenu par l'UEFA, bien sûr. Alors après 8 matchs en première phase, après une soirée de folie, comme je le disais, où on a eu 18 matchs en multiplex, il a fallu un tirage au sort ce matin pour définir les affiches des barrages. Ceux qui ne vont pas directement en huitième de finale, bien sûr, eh bien ils sont confrontés à une épreuve qui est celle des barrages avec 2 matchs aller-retour. Parmi les 8, alors ça sera la mi-février et alors ça se jouera en une semaine. Match aller une semaine et match retour juste après. Parmi les 8 matchs de barrage, il y en a un qui clignote depuis plusieurs heures parce que c'est un choc, c'est surtout une finale avant l'heure, peut-être une finale dont on rêverait, n'est-ce pas, hein, Frédéric Suto? C'est ce qu'on se disait en préparant l'émission. C'est la finale qu'on aurait aimé avoir ces 5-10 dernières années. C'est les deux équipes qui dominent l'Europe. Exactement, et surtout les 2 récents vainqueurs de cette Ligue des Champions. Il s'agit bien sûr de Manchester City, Real Madrid, les 2 derniers vainqueurs, donc, qui ont eu un parcours chaotique depuis le début. C'est pour ça qu'ils sont finalement soumis à des barrages. Réaliser que Manchester City n'est que 22e sur 24 qualifiés et ils rencontreront le 11e qui est le Real Madrid. C'est la 4e fois d'ailleurs qu'ils ont rendez-vous pour ce qui est d'une Ligue européenne. Évidemment, un match et un choc pareil, Marc Libra, c'est jamais joué d'avance. Non, c'est jamais d'avance. Après, c'est vrai que cette nouvelle formule nous crée des chocs directement. Parce que normalement, ils ne doivent pas se rencontrer. Ces 2 ténors ne doivent pas se rencontrer. On se dit c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu gâché. En fait, quand je vois la prestation de City, ils sont à leur niveau. Malheureusement, ils sont là. Et donc, ça nous promet. Alors, on découvre ce mini-championnat. Parce que pour moi, c'est plus des poules, c'est un mini-championnat. Il faut s'attendre qu'au mois de février, on a des chocs. Parce qu'il y aura d'autres choses intéressantes. Après, on a 2 clubs français, mais ce choc-là, pour moi, ce n'était pas forcément attendu. Si City avait fait le job, il ne serait pas là. Il serait normalement dans les 8 premiers. Pour le Real aussi, parce que c'est des barrages. Ils ne sont pas qualifiés d'office. Donc, ça nous promet quand même de beau. Maintenant, si c'est le City qui a joué comme face au PSG, le PSG a sorti un gros match, mais il faudra que City montre autre chose. Parce qu'autrement, je pense que le Real Madrid est capable de leur marcher dessus. Xavier Barret. On rajoute un demi-tour en plus, là, puisqu'il y a effectivement les 8 premiers qui sont on directement en appelle ça phase 16e, de poule. nous, entre nous, Oui, parce que finalement, ça ressemble à ça. Expliquez-nous la formule, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui nous disent expliquez-nous ça clairement, là, Youssouf Sissoko, on n'y comprend rien à cette nouvelle formule. Youssouf, c'est simple, les 8 premiers sont directement en 8e de finale. Dont Lille, français Lille. Voilà, les 8 premiers, les 8 premiers en 8e de finale. Et les 16 suivants ont un tour de barrage, donc d'une certaine façon des 16e de finale, mais il n'en restera que 8. Oui, parce que pour jouer les 8e de finale, il faut 16 équipes. Il faut 16 équipes, voilà. Donc on va faire un espèce de tour supplémentaire par rapport à ce qui existait avant. Au lieu de prendre les 16 premiers, non, mais je voudrais juste, par rapport à ce que disait Marc Libra il y a quelques instants, en fait, des chocs dans cette formule de la Ligue des Champions depuis 20 ans, on en a dès les 8e de finale depuis... j'allais dire depuis 20 ans. Parce qu'il y a chaque année, il y a toujours il n'y avait pas de 16e, donc effectivement. Il n'y avait pas de 16e, mais PSG, Manchester... Non, mais dès les 8e de finale, on avait des équipes qui n'avaient pas terminé premier de leur poule et qui terminaient 2e et qui rencontraient un premier.
Donc on disait parfois, bah oui, mais le PSG n'aurait pas rencontré c'était plus Barcelone. rare quand même. Non, c'était rare. C'était systématique, Annie. Mais non, à chaque fois. pas Et en pour en huitième. parler. Non, mais mais on si, avait dès pas les des gros huitièmes. pas en huitième. Mais bien sûr Tu que les avais si. Mais Ben Marc non, Libra, en tu quart veux et qu'on en demi. reprenne mais non, dès les huitièmes de finale, tu as toujours eu des chocs. Ça a souvent coûté sa place au Paris Saint-Germain, on en a parlé. Et si on remonte un peu dans l'histoire, Manchester City, avant l'arrivée de Pep Guardiola, ils se sont fait sortir 2 années de suite en huitième de finale par Barcelone. Parce qu'effectivement, ils étaient deuxièmes de leur poule et ils tombaient contre le Barça. C'était pas le grand City d'aujourd'hui. C'était un City qui avait quand même été champion d'Angleterre 2 fois en 3 ans. Ils ont été sortis par le Real, surtout. Oui. Récemment, oui, bien sûr. Oui. Non, mais là, je parle de l'histoire. Donc, ces chocs, on est habitué à en avoir. Et là, on pouvait penser qu'avec ce délayage, cette nouvelle formule, il n'y en aurait pas. Eh bien, le sort nous en réserve un. Et moi, je me régale d'avance de ce Real Madrid-Manchester City. Parce que à ce niveau-là, moi, c'est triste, je trouve. Tu viens de dire en plus que Manchester City n'était pas à son niveau. C'est ce que je dis. C'est dommage d'avoir à ce niveau-là. J'aurais aimé les voir comme à une époque, en quart de finale ou en demi-finale, un match avec prolongation, enfin, un match de fou. Et là, j'ai peur que City ne soit vraiment pas au niveau. Ce qui a été le cas la saison dernière et la saison d'avant aussi. Bon, là, effectivement, Manchester City est moins fort, donc ils sont en barrage, mais le Real Madrid aussi. Et donc, à l'unanimité, on veut entendre Rémi. Il y a que son Koudougou, il veut entendre Rémi. Il arrive. Donc vous entendiez Rémi. Il est dans les embouteillages, je sais pas. C'est à cause. Juste rappeler une chose, c'est que le Real Madrid s'était qualifié il y a 3 ans, Manchester City il y a 2 ans, le Real Madrid l'année dernière, donc cette année c'est au tour de Manchester City. Et voilà, ça fait sourire. Rémi, tu t'en occupes. Est-ce que tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Non, mais Rémi, surtout, est-ce que selon vous, tout d'un coup, c'est une opportunité pour le Real d'imprimer sa marque enfin sur cette compétition, que de rencontrer un grand et de se dire on va sortir quand même City, même si c'est pas le City d'il y a 2 ou 3 ans? Je dois dire que ce n'est pas un match facile. Ah oui. Contrairement à ce qu'on dit, le Real ne va pas marcher sur City. Parce qu'il faut faire très attention avec ces City. Peut-être que les gens oublient toujours que les équipes, parfois, les grandes équipes ratent un match. Pas 2, pas 3, pas 4. C'est vrai que lorsqu'on voit la série, beaucoup peuvent se dire que oui, City, ça ne va pas très très fort. Mais lorsque vous regardez peut-être, bien évidemment, si à la deuxième mi-temps contre le PSG, lorsque vous voyez City engager ce match-là, je vous dis, c'est une bonne machine. Donc aujourd'hui, on peut se dire que bon, le PSG peut-être a dominé au niveau du milieu de terrain, peut-être que le PSG, comme Pep Guardiola l'a reconnu, était devant un public et puis aussi avait surtout cet engagement physique. Mais City, quand vous essayez de regarder ces derniers temps, j'ai regardé peut-être le match contre Bruges à la deuxième mi-temps, exactement comme contre le PSG, ils ont totalement métamorphosé cette phase de jeu et j'ai retrouvé un City, surtout, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un joueur qui a réussi à se démarquer au niveau de ce City, au milieu de terrain, là où ça faisait beaucoup de défauts. C'est Kovacic. Donc, d'ailleurs, il a été le meilleur et c'est lui qui a relancé ça. Or, c'est un ancien joueur du Real qui joue à peu près comme Valverde. Donc, ça, c'est ce côté-là. Mais maintenant aussi, au niveau de l'axe central, il y a quand même déjà de la présence avec Akanji, avec ceci et cela. Ils ont déjà retrouvé. Il a peur, Rémi, hein. Là, il nous je ne peux pas. Il a raison parce que avant le match contre Barcelone, il avait été prudent et ils ont perdu. Tellement mal en décembre, janvier, la pression elle est sur le Real. Je vous ai dit, les grands clubs, c'est toujours pendant cette période que ça commence. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est mars. Voilà. Donc là, non, c'est au moment où la Ligue des Champions commence à prendre son ampleur. C'est vrai que aujourd'hui. Vous voyez que, parce que vous voyez aujourd'hui justement que le Real peut aussi avoir des problèmes défensifs comme City. Donc c'est pour ça que je dis que nous avons eu parfois des difficultés, surtout sur les côtés. Là, City est friable sur les côtés, le Real est friable sur les côtés. Oula. Alors je ne vais pas commencer à crier victoire parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que ne triomphe pas tant que tu n'as pas traversé le fossé. Ce qui va être intéressant, Frédéric, et j'imagine que les auditeurs, ils doivent s'en réjouir déjà un peu. Il y a trop de messages. J'imagine. Mais c'est peut-être cette confrontation à Mbappé, parce qu'on se demandait si, à la suite de Cristiano Ronaldo et Messi, ces 2 joueurs qui ont alimenté un feuilleton pendant plus de 10 ans,
ça serait l'ère Mbappé-Haaland. Est-ce que là, c'est peut-être le début de cette ère? Parce c'est vrai qu'on en a fait des émissions là-dessus, il y a 1 an, 2 ans, en disant que est-ce que là, c'est pour 10 années de duel à distance. Est-ce que c'est leur début de saison, il est un petit peu décevant l'un et l'autre pour différentes raisons. Haaland, on sait qu'il a prolongé jusqu'en 2034, donc Citizen Forever. Kylian Mbappé, il va beaucoup mieux. Il est lancé là, ça y est, on a retrouvé le grand Kylian Mbappé. Pour peu qu'il ait un peu d'espace dans le dos des défenseurs de City, ça pourrait faire très très mal. Mais quelques messages, Annie? Allez. Ah non, mais il y en a tellement là. On se régale, finale avant l'heure, ça c'est Bécaye bas, Rémi qui tremble déjà, ça forcément. Et puis non, moi j'aime bien celui-là quand même, Charlion Pambou qui nous dit, moi je pense qu'à l'issue de la confrontation entre le Real et Manchester City, l'un des 2 coachs sera limogé. Oui. Le Real sorti en 8e de finale. Vous pensez qu'Ancelotti restera? Non, ce n'est pas. Je ne pense pas que c'est les clubs qui travaillent de cette manière-là. Après, il terminera. Guardiola vient de renouveler. Ancelotti, on pense qu'il terminera au mois de juin. Bon, surtout si le Real Madrid finit champion. Oui, voilà, champion d'Espagne. Ce qui est surprenant, c'est de comparer Mbappé qui revient bien depuis 10-15 jours. Il a retrouvé son niveau physique et déjà, il a un aspect sportif qui est plus impressionnant, plus affûté. Mais on a quand même Vinicius, qui pour moi, aujourd'hui, est au-dessus d'Mbappé depuis le début de la saison. On a surtout Rodrigo, parce que c'est Rodrigo qu'on appelle Rodrigo, c'est le Ligue des joker de luxe en Ligue des Champions. Champions. Il sort son épingle du mais jeu Vinicius, à chaque fois. Les petites blessures, les suspensions, oui, on est il faudrait qu'ils s'inscrivent dans la continuité. Si on prend depuis le début de saison, Vinicius est beaucoup plus important qu'Mbappé. Mbappé, il revient juste bien comme il faut et je pense qu'il va aider le Real à faire ce qu'il faut. Soit quand Thomas, il va leur marcher dessus. Mbappé, qui pour moi est à 60-65%, ce qu'il est en train de faire... ils ont joué au Rodourou face contre Brest. Ils ont géré, ils ont marqué quand il fallait. Ils sont arrivés en taille patron, tranquillement. On remarque une chose, Marc, quand même, c'est que le Real Madrid, quand Mbappé joue sans Vinicius, il est bien meilleur. Oui, c'est vrai. Et depuis le début de saison, Vinicius... il joue un peu dans la même zone, on s'en rend compte. Oui. Et donc, Vinicius, depuis le début de saison, excuse-moi, mais il n'a rien de flamboyant. Ah bon? Non, il a été souvent blessé et il n'a pas été très très-présent. Il a fait quelques petits matchs. Monsieur, vous êtes en train de parler... On a pas dû voir les mêmes matchs. Attends. J'ai l'impression que tu ne connais pas ces matchs-là parce que tu oublies peut-être qu'il est le 2e meilleur buteur du Real avec 17 réalisations. Oui, il a fait des coups d'éclat. Bien évidemment. Et vous oubliez qu'aujourd'hui, ce Real-là, moi je n'ai parlé que de défense, mais sur le plan de l'attaque, si vous avez... si vous avez un joueur comme Kylian Mbappé, comme vous pouvez dire que c'est bon, non, il est à 22 buts. Donc c'est quelqu'un, vous ne pouvez pas le comparer à Haaland. Haaland ne marque jamais face au Real. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Real n'a pas une défense centrale parce que Tchouaméni, c'est presque un infirme à la place de... Il peut dépanner. C'est pour ça que ça peut être aussi un petit atout par rapport... Ça dépanne. Après, oui, ça dépanne, mais face aux autres, ça ne dépanne pas. Donc aujourd'hui, le Real est la seule équipe d'Europe, il faut d'ailleurs se le dire, que le quatuor offensif, chacun a dépassé 10 buts. C'est lui, là. C'est le seul club actuellement en Europe. La mine sur le Facebook Live, j'aime bien le face-à-face entre Rémi et Xavier. Non, mais il y a un autre élément important, si on a encore 2 minutes, Annie, c'est de signaler que le Manchester City de Guardiola actuellement joue vraiment contre nature. Ce qui n'est pas pour me réjouir, mais c'est une réalité. Ils jouent à cause des blessés. Et à cause des blessés, bien sûr. Et notamment leur dernière victoire en championnat contre Chelsea. Le 3-1. 3 buts en contre-attaque. Mais c'était moi ce qui manque à Manchester. Rodri. Ruben Dias, Nathan Ake, Rodri aussi, Rodri beaucoup bien sûr. Franchement, Kyle Walker est parti. Il n'y a pas. Non. Ils ont laissé Kyle Walker parce que justement il n'était plus en forme. Donc ne me parle pas de blessés. C'est le Real qui a les blessés. John Stones est revenu, mais il vient de revenir. Donc il manque beaucoup d'absents. Donc ce que je disais plutôt que cette polémique stérile, c'est le jeu de Manchester City qui est en train de changer. Et c'est ça qui va être très intéressant dans cette double confrontation. C'est qu'ils ont joué en contre-attaque, et notamment contre Chelsea. Vous regardez les 3 buts de la victoire des Citizens sont des buts en contre-attaque. C'est-à-dire que ce Manchester City de Pep Guardiola, dans cette période un peu compliquée, eh bien, il s'adapte aux adversaires et ça va être très intéressant de savoir s'ils vont laisser l'initiative du jeu au Real Madrid et procéder en contre, ce qui n'est pas du tout dans leurs habitudes. Ce qui changera aussi pour ce
ce tour prochain, et ce sont les renforts, parce que les renforts qui viennent d'être acquis, notamment par exemple le pharaon Marmouche pour ce qui est de Manchester City, pourront jouer dès les barrages. Et ça peut influer sur le résultat final. Bon, comme on a parlé beaucoup évidemment de cette affiche, je vais vous demander à chacun de développer un petit peu les autres matchs, parce qu'il y en a 8, donc il en reste 7 qu'on pourrait évoquer. Brest-PSG, je suis déçu. Marc, voilà. Vous êtes déçu comme Pierre Lesmelou, là, qui en fin de match nous disait « non, ça serait trop dommage ». Non, mais c'est dommage. Après, on peut se dire que... Dommage parce qu'ils se rencontrent dès ce week-end. En championnat. Mais non, mais ils se sont déjà croisés. Et après, on se dit que pour les 8e, on aura au moins 2 clubs français, quoi qu'il arrive, puisque Lille est déjà là. Donc, on se dit, on aura 2 clubs français en 8e. Mais est-ce que Brest pourrait faire douter le PSG ? Aujourd'hui, ça me semble compliqué. Match aller à Guingamp. Même si en Ligue des Champions, ils ont beaucoup étonné, et même si en championnat, ils se sont beaucoup redressés. Donc, ils sont 8e aujourd'hui. Hein. Oui. La saison dernière, Brest avait joué 2 fois au Parc à quelques jours d'intervalle en championnat et en Coupe de France, et ils avaient été très bons. Mais je pense que la saison dernière, ils avaient une autre dynamique. Ils avaient plus de coffres physiquement, ils n'étaient pas européens. Et ils n'étaient pas européens, ils avaient plus de fraîcheur. Monaco, le 17e. Je pense que vous sous-estimez peut-être ce Brest-là, hein, parce que même si le Real n'a pas beaucoup appuyé, mais regardez sur l'équipe type de la Ligue des Champions. Vous connaissez le joueur du Real qui est présent dans l'équipe type de Ligue des Champions? Mais ça veut rien dire. C'est Thibaut Courtois. C'est-à-dire que Thibaut Courtois a fait un grand match face à Brest. Et ce Brest-là, je dis, même si on dit qu'il n'a pas gagné contre Paris Saint-Germain depuis le 26 janvier 1985, donc 40 ans, mais ce Brest-là, quand on l'a vu contre Leverkusen, tout le monde sait que Leverkusen joue très très bien et Brest a tenu tête. Et même face au FC Barcelone, ils ont tenu longtemps et ils se sont écroulés. Et c'est là où je peux être d'accord avec toi dans les dernières minutes parce que physiquement, ça ne tient pas après. Mais ça va être très intéressant parce que alors là, si Brest, en plus, renversait le Paris Saint-Germain, ça déjouerait tous les pronostics. Xavier, un Monaco qui est 17e, qui se retrouve avec le Benfica Lisbonne. Alors, ce qui est intéressant entre ces deux clubs, c'est que le Benfica est venu jouer à Louis II. Qu'en fin de partie, ils ont gagné le match en marquant un but. Et ça a été un peu la descente aux enfers de Monaco ces dernières semaines. Est-ce que Monaco s'est remis d'aplomb ? C'est difficile à dire. Monaco, en tout cas, s'était retrouvé à 10, il faut le rappeler. Hein. C'est quelque chose qui les a souvent handicapés lors de ces derniers matchs, les sanctions contre certains joueurs. Le week-end dernier encore, ils se sont retrouvés à 10. Et donc, encore en Ligue des Champions aussi. Voilà, aussi. Donc ces problèmes de discipline de certains joueurs monégasques handicapent vraiment la continuité des résultats de l'équipe. Moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel à Monaco. Les 5 de devant, bon, il n'y en a que 4 qui sont alignés, mais quand ils veulent jouer ensemble, qui sont inspirés, c'est vraiment des joueurs formidables. Derrière, c'est solide, parfois un peu trop costaud. Singo, je crois que c'est pris 2 rouges là, déjà depuis le début de saison. Donc il faut qu'ils arrivent à se maîtriser, à se discipliner pour être plus efficaces. Et Benfica, en face, c'est une vraie culture européenne. Donc ça va être une vraie confrontation intéressante. Di Maria, 14 buts déjà, et sans pour autant oublier quand même que cette équipe-là, on a vu devant... Bien évidemment, une équipe du Barça. On a vu peut-être Benfica, une équipe très, très joueuse. Et bon, bien évidemment, moi, je n'ai pas peur parce que je me dis aussi que quand vous voyez les retours de Zakaria, vous voyez Singoli, c'est pas mal, même s'il a pris les 2 rouges. Mais quand même, Golovin, il recommence à jouer un peu au football. Donc c'est pour ça que je dis que Monaco... C'est trop inconstant. Golovin, c'est trop inconstant. C'est eux qui doivent mener l'équipe. Ils n'y arrivent pas. Oui, mais il y a une jeune génération de gamins à monégasques dont on parle beaucoup, qui font la différence. Et les anciens, pour moi, ne tiennent pas leur rang parce que pour moi, Monaco devrait être 2e derrière le PSG. Et ils n'y arrivent pas. Frédéric, quelques commentaires sur les autres affiches ? Oui, les Brestois, il y en a pas mal qui verraient bien, qui aimeraient bien voir les Bretons faire tomber le PSG. Aya Viviane, si Brest le fait, ce sera magique. Non, mais ça, match aller, donc on l'a dit à Guingamp. Imaginez que Paris ne gagne pas le match aller. Bon, tout est possible. Non, moi je pense que ça reste ouvert. Les autres affiches, je vous les donne et on y reviendra évidemment les prochains temps, mais on a un Celtic Glasgow face au Bayern Munich, Feyenoord, Milan AC, Juventus de Turin, Eindhoven, et puis le Club de Bruges face à l'Atalanta et le Sporting face au Borussia Dortmund qui vient de changer d'entraîneur. C'est Niko Kovacs, l'ancien du Bayern Munich, qui se retrouve à la tête de ce BVB qui est en milieu de tableau en Bundesliga. Ça va pas très fort. Les matchs auront lieu dans une dizaine de jours. Ça sera les 11 et 12 février. Donc d'ici là, nous en reparlerons. Allons plutôt vers les affiches du week-end.
Et oui, parce que quand même, entre 2 tours de Ligue des Champions, on a des championnats nationaux, même si l'UEFA aime bien les démonétiser en ce moment. Et parmi les belles affiches, suivant les clubs qui vous font plaisir, bien sûr, eh bien, une rencontre qui nous a paru prometteuse au cours du week-end, et c'est celle qui opposera les Gunners et les Citizens. 6 points les séparent pour l'instant au classement. Et cette année, oui, 6 points, mais c'est Arsenal qui est devant et c'est pas Manchester City. Surtout Arsenal, alors on a l'habitude, il chasse toujours celui qui est devant. Et en ce moment, c'est Liverpool face aux Reds. On vient de parler beaucoup de Manchester City. Donc, Xavier, est-ce que Arsenal, on se disait en préparant l'émission, il faut gagner ou gagner ? Pour Oui, ne bien pas sûr. décrocher de Liverpool qui a là aussi 6 points devant, mais ils ont un match en retard, ils ont peut-être 9 points d'avance. Oui, Arsenal doit absolument remporter ce match. Les Gunners ont retrouvé une belle dynamique depuis le retour d'Odegaard, qui a un peu manqué cet automne lorsqu'il a été absent sur blessure. Et donc cette équipe d'Arsenal, même s'il y a de nouveau d'autres blessés, hein, on a parlé de Gabriel Jesus, Saka. Donc Saka le plus important. Saka, ouais, probablement plus que Gabriel Jesus. Il était souvent blessé. Saliba aussi avait été blessé. Oui, il est revenu. Donc on a une équipe d'Arsenal qui a un vrai potentiel. Mais qui est a toujours le même deuxième, problème. qui a toujours un adversaire Qui un est petit peu toujours plus fort devant. Quand même irrégulière, non ? Elle n'est pas comme, par exemple, Liverpool, c'est gagner tous les matchs. Eux, il y a des moments, on a un match nul. On a l'impression que dans 10 ans, ce sera toujours la même histoire. Arsenal, Dauphin. Deuxième. Oui, bon. Ouais, ils enchaînent quand même des résultats assez Non, probants. c'est De temps en temps, ils ont un coup de moins bien. Toujours Mais classé, jamais quand on gagnant. voit, ils sont au rendez-vous en Ligue des Champions. Eux, ils sont pas en barrage. Hein, ils ont terminé dans les 8 premiers. Ils sont toujours engagés en Cup. Ils sont engagés en championnat avec cette deuxième place. Moi, je trouve que les Gunners, qui effectivement, on a longtemps parlé des Baby Gunners, c'est aujourd'hui une équipe qui présente une grande régularité. Le seul problème d'Arsenal, c'est qu'ils ont toujours un rival un petit peu plus fort qu'eux. Voilà, donc avant c'était Manchester City. Mais le jour où c'est toi le plus fort, il n'y a plus de rival plus fort que toi. Il y a un moment, il faut taper du poing sur la table. Quoi. Non, mais pour moi, le problème d'aujourd'hui de cette équipe d'Arsenal, c'est qu'on parle de ces Baby Gunners qui ont bien grandi. Saka est quand même un élément important de l'équipe nationale et qu'aujourd'hui, si Saka n'est pas là, personne ne prend le relais. Ça peut être Trossard, ça peut être 2 joueurs. Mais on prend l'exemple que Liverpool, il leur manquait peut-être un joueur important. Ils prennent Gravenberch au milieu. Gravenberch, il fait ce qu'il veut aujourd'hui en Première Ligue, au milieu de terrain. Arsenal, Odegaard n'est pas là, ils sont en danger. Saliba n'est pas là, ils sont en danger. Ils n'ont pas trouvé, eux, ils sont pris. Liverpool a quand même changé d'entraîneur et ils ont mis un Gravenberch qui est au milieu de terrain, qui a fait toute la différence. Alors Salah, pour moi, il marche sur l'eau, il est encore... Mais pour moi, Arsenal restera toujours l'éternel second ou troisième parce que le championnat n'est pas fini. Il y a Nottingham qui n'est pas très loin et City, ils sont qu'à 6 points aujourd'hui. Donc attention, le championnat n'est pas joué. Je pense que Liverpool, on ne les reverra plus parce que s'ils gagnent leur match en retard, ils seront à 9 points. Mais City est capable... Et on sait qu'Arsenal s'effondre souvent au plus mauvais des moments. Rémi, peut-on dire que les Gunners sont plus forts en ce moment que City en dehors du classement, je vais dire ? Et les bémols qu'on met sur les absences dans les 2 clubs. Hein. Oui, logiquement, parce que, bon, si on regarde quand même, City a déjà pris 30 buts et Arsenal n'a pris que 21. Mais City, bien qu'étant malade, a une attaque plus forte que Arsenal avec 47 buts, donc juste derrière Liverpool avec 54 buts. Donc c'est pour ça que je dis que cette équipe d'Arsenal, cependant, qui a une bonne assise défensive, peut avoir un problème. Déjà, je crois qu'il y a Raya, qui est un élément clé, qui est blessé. Est-ce que Raya sera titulaire? Et bien évidemment, pas sûr encore, parce qu'on a vu lors du dernier match. Et puis maintenant, vous avez de l'autre côté, là, Saka qui manque. C'est très, très, très important. Or, quand je vois la dynamique de Manchester City, on parle de la faiblesse de Manchester City. Ils étaient dans la rue. Mais sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est 4 victoires. Oui, mais c'est des clubs qui sont moins bien classés qu'Arsenal. Oui, donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il faut faire très attention. Mais lorsqu'on voit quand même l'autre dernier match, entre Arsenal et Manchester City, c'était 2-2. On a vu quand même que Arsenal ne voulait pas se lancer dans l'offensive. Ils étaient plutôt bien défensivement. Ils auraient dû faire gagner ce jour-là. Oui, parce que... Non, ils n'attaquent plus. Pourquoi est-ce qu'ils perdaient beaucoup? Parce qu'ils attaquaient. Maintenant, ils savent défendre. À 10 pendant toute la deuxième période aussi. Donc, je pense qu'effectivement... Est-ce que Declan Rice, c'est la clé de cette équipe? C'est le joueur... Marc Libra rappelait que Liverpool avait recruté Gravenberch, mais Arsenal était allé chercher à West Ham Declan Rice il y a 2 ans. Et on a vu que c'est devenu le patron de cette équipe. Maintenant, aussi, mais je pense qu'il n'a pas le rayonnement
en club, il n'y arrive pas pour moi aujourd'hui. J'ai du mal. Il est fort, mais je pense qu'il n'a Mais pas il n'a l'Orient pas d'un la dimension Gravenberch. de Haute-Gare. Ah non, mais c'est pas le même poste. Et de toute Declan façon. Rice, Ah oui, mais en donc, sélection, c'est les deux est qui- important. Et quand on le voit en club, j'arrive pas à le retrouver comme en sélection. Et ça me dérange. Ils ont un peu de mal à y croire, hein, les téléspectateurs, Ah auditeurs. Là, Georges Padmore, c'est Arteta, l'entraîneur, qui déconne avec ses choix tactiques. Cyril Franklin, City va battre Arsenal pour se préparer pour le C'est Real Madrid. possible. C'est hein. possible que Oui. City beaucoup les voyaient dans une situation compliquée. Ils sont passés par 2 mois très très difficiles avec des blessés. S'ils font tomber Arsenal là, il faut penser à eux. Ah, les amis, il y a un autre gros match et celui-là, il va avoir Oh, lieu au bord de la Méditerranée. De la Ligue 1 et ce sera dimanche soir donc au Vel, dans ce si beau stade. Exactement, Marc, et magnifique, le plus de beau du monde. Marseille, n'est-ce pas? Du monde. OM-OL. Alors pour nous, tout à l'heure, on préparait cette émission en se disant, c'est quand même un match qui a, on disait, un Olympico de malade. Et on voulait jouer sur le terme parce qu'évidemment, ça peut être un match échevelé et le match aller le fut du côté de Lyon. Mais surtout, on a la sensation que ce sont 2 clubs malades. Et non, alors, évidemment, pas du tout de la même manière, mais quand même là, l'OM, ils font du surplace, ils n'arrivent pas à gagner, et encore moins... Ils sont deuxième, hein, quand il faut Oui, le rappeler. ils sont deuxième champions pour l'instant. Mais alors, Oui. ils sont eux aussi loin du leader là, qui est c'est 10 points. le Paris Saint-Germain. C'est un Mais peu surtout, ils ont du mal à gagner chez eux, Marc. Et ça, Lyon, est-ce que ça peut être un problème? Ça peut les empêcher. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur de ce championnat. Et bon, il y a une défaite à Nice qui malheureusement Très moche, la me fait semaine rappeler, dernière. elle est horriblement moche. Elle me fait 2-0. penser à la défaite quand ils étaient ils avaient perdu à Strasbourg, ça avait été moche. Ils ont perdu face à Auxerre 3-0, ils avaient été moches. Et on parle encore une fois, bis repetita, de ce stade et de ce que ça peut représenter. C'est très compliqué de jouer à Marseille. C'est pas parce qu'on est un super joueur qu'on arrive à Marseille et qu'on fait ce qu'on veut. Je prends l'exemple de C'est de la faute du Lilian stade. Brassier. Pas du tout. Le stade peut vous pousser. Le problème, à contrario, il peut vous chavirer. Et le Pourquoi? problème, Parce que c'est qu'il faut c'est être une costaud. équipe où finalement beaucoup de joueurs découvrent Non, le mais Vélodrome. C'est l'exemple de Wai qui dit moi j'adore quand je viens au Vel. Mais tu viens avec Montpellier, tu viens avec Lens. Donc tu viens, tu vois l'ambiance, on t'insulte, c'est rigolo. Il faut que si tu flambes, on va parler de toi de partout. Tu flambes pas, c'est normal, tu reprends ton bus, tu rentres chez toi. Là, du matin au soir, tu ne vis pas. Tu es obligé de vivre Marseillais du matin au soir, ça ne s'arrête jamais. Donc la pression, elle est tellement importante. Lilian Brassier, qui est un super joueur, ils sont en train de le tuer. D'ailleurs, il va partir vers Rennes. Il est prévu de partir. Non, mais je lui souhaite parce que c'est un super joueur. Il n'y arrive pas à Marseille. Et il ne comprend pas. Mais oui, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, après, il y a un problème peut-être du coach qui a des choix importants à faire et qui dit de toute façon, après la défaite de Nice, si mes joueurs ne sont pas capables de jouer comme moi je le veux, ils vont en tribune. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il n'a pas Laurent Blanc, il n'a pas De Sailly, il n'a pas Varano derrière. Il dit, mais non, mais le jeu part de derrière. Et les joueurs qu'il a, peut-être qu'ils ne sont pas adaptés. Donc lui, il insiste avec ça. Aujourd'hui, ils sont deuxième, c'est très bien. Mais jusqu'à quand et comment? Mais en tout cas, le match de Lyon, ça ferait 3 défaites, ça serait compliqué. Et peut-être que la défaite face à Lille, parce qu'il n'est pas une défaite, ils font 1-1, ils perdent au pénalty. Cette défaite, elle a fait plus de mal que prévu. Xavier, Lyon par rapport à cette équipe de l'OM, parce que c'est vrai que l'OM est dauphin. Annick n'a plus d'entraîneur. Hein, alors Lyon, c'est en ça y interne. est, ils ont viré Pierre Sage. Il était officiellement nommé. Paolo Fonseca Bon. qui arrive. Il vient de Lille, alors il est passé par Milan, mais il connaît un peu la Ligue 1. Mais en tout cas, on a vu les banderoles hier dans ce match où d'ailleurs l'OL figure parmi les 8 meilleurs clubs de la Ligue Europa. Donc ils n'ont pas tout raté. Mais ils sont loin, et eux aussi, des résultats totalement irréguliers. Et on n'a pas l'impression que ce soit dû au stade. On peut rappeler le match aller à Lyon, qui était complètement dingue. Jonathan Rowe qui marque un but exceptionnel. Parce que l'OL qui domine revient à 2-2, et dans les bouts des arrêts de jeu, finalement, l'OM marque le but du 3-2. Donc c'est ce qui confirme effectivement la bonne série à l'extérieur de l'OM, qui est en revanche très médiocre à domicile. Donc là, on dirait presque que les rôles sont inversés, c'est-à-dire que l'OM à domicile est souvent en difficulté. Lyon, dans ses derniers voyages, ne fait pas des performances flamboyantes, mais n'est pas ridicule non plus. Donc c'est une équipe, vous l'avez dit Annie, difficile de prévoir ce qui va se passer. C'est sûr que c'est un match en tout cas très important pour les deux clubs.
pour les deux clubs. Rémi, Olympico, c'est un match pour vous qui va générer du spectacle, qui va offrir aussi quelque chose aux spectateurs? Oui, parce que les deux équipes peuvent perdre. Dans quel sens? Dans quel sens, Rémi? Merci, bonsoir. Les deux sont malades. Les deux Parce sont que là, malades, mais... parce que c'est difficile à dire. Vous avez l'équipe de Lyon. C'était un proverbe. Lyon, c'est oui, 6 c'est ça. matchs. 6 matchs, ils n'ont pas gagné en Ligue 1. Ça, on oublie quand même ça. Et puis, vous avez l'OM. C'est 3 matchs, ils n'ont pas gagné en Ligue 1 et ils sortent quand même d'une déculottée face à Nice, 0 but à 2. Mais cependant, cet OM est mieux que Lyon, même si Lyon, aujourd'hui, on peut parler de la Ligue Europa. On a des doutes sur les deux, en fait. Oui, Hein. parce qu'on se rend quand même compte que lorsqu'on voit le fond du jeu et lorsqu'on voit peut-être certaines choses qui peuvent se faire, vous dites quand même que oui, Marseille aujourd'hui, d'abord, veut rééquilibrer la balance au niveau de du fait que Lyon est quand même à 41 victoires. Et Marseille est à 40 victoires dans les Olympiques. Voilà. Donc maintenant, s'ils gagnent, ce sera une bonne chose. Et de surcroît, ils sont deuxièmes. Donc aujourd'hui, moi je crois que Lyon a réussi à se tuer. Parce que changer à cet instant déjà un entraîneur et vous arrivez devant, devant l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire ils n'ont pas gagné l'Olympique de Marseille depuis au moins 3 ou 4 matchs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, écoutez, ils ont eux-mêmes déjà tué leur entraîneur. Bon, maintenant, ils vont tout simplement, pour que l'OM puisse les achever. Il y a un problème africain qui dit, oui, le diable s'occupe de nous et nous nous occupons des autres. Les supporters étaient très furax de voir partir Pierre Sage et même certains joueurs qui ont fait passer des messages. Est-ce que les Marseillais se réveillent là? Il y en a un que j'aime bien, là, pour résumer. Abdouloua Belem, OM Lyon, un match qui se terminera à 10 contre 10. Ouais, alors ça aussi, parce que c'est très éruptif, surtout dans le Vélodrome. Ça sera à regarder et à suivre dimanche soir, donc. Allez, il a souvent siégé ici, dans le Café des Sports, vous devez vous en souvenir, on va parler de lui. Si on n'est pas à plus de 90%, c'est qu'on n'est pas prêt pour vendredi. Je pense que ce qui est important pour un entraîneur, c'est de sentir lorsqu'il embrasse un projet, il est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et ce n'est pas forcément le nom du club qui est important. Au bon endroit, au bon moment, c'est ce qu'il nous avait dit au mois de mai dernier, Habib Beye, quand il était arrivé champion de national avec le Red Star qu'il venait de faire monter en Ligue 2. Lui, il monte en Ligue 1 et on dira enfin, parce que Habib Beye, certes, le surdoué, hein, souvenez-vous qu'il avait été désigné meilleur entraîneur donc, du national. Ambitieux aussi, hein, il ne cache pas tout, il dit clairement ce qu'il veut et ce dont il rêve, et on les connaît, ses rêves, ici. En tout cas, l'ancien international sénégalais a donc été présenté ce matin par le Stade Rennais, juste après avoir signé. Alors, c'est un contrat de 6 mois, évidemment, c'est jusqu'à la fin de saison, et si ça marche, il y a 1 an de plus. Un lion de la Teranga quelque peu indomptable. Est-ce que, selon vous, Rémi Ngono, le choix d'Habib Beye est finalement logique et correspond à Rennes, qui vient de virer Jorge Sampaoli? On en avait parlé ici en s'étonnant du choix. Quand il a été recruté pour justement devenir entraîneur, il a trouvé une équipe en crise. Qui? Habib Beye. Ce qui signifie qu'il connaît résoudre certains problèmes de crise, puisque nous avons retrouvé quand même que il est allé en Ligue 2, comme vous dites, il a fait monter le club en Ligue 2. Sur les 107 matchs, c'est 54 victoires, dont seulement 28 défaites. C'est un bilan plus qu'honorable puisqu'il a été désigné meilleur entraîneur, comme vous le dites. Donc aujourd'hui, je crois quand même que c'est quelqu'un qui a non seulement la volonté, mais surtout, il a une façon de parler, de rebooster. Parce que cette équipe vous avez que vous voyez, ce n'est pas un problème technique. Je crois que c'est un problème psychologique, c'est un problème mental. Et à ce niveau, c'est déjà, il a un avantage parce que être consultant également en Ligue 1, c'est-à-dire il regarde tous les matchs depuis 2013. C'est quelqu'un qui connaît les joueurs, c'est quelqu'un qui connaît les équipes. Vous avez déjà discuté avec lui ici et vous le savez. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que Habib Beye est une... Et d'ailleurs, on avait dit qu'il pouvait être sélectionneur du Sénégal, mais ce qui intéressait Habib Beye, et ça je suis d'accord avec lui, c'était d'être régulièrement sur le terrain, chaque semaine. Donc je trouve aujourd'hui qu'il peut aussi retrouver des gens qui étaient perdus, comme
Voilà. Seko Fofana. Seko Fofana. Qui était parti en Arabie Saoudite. Voilà. Et il y a même aussi l'autre jeune Sénégalais qu'on avait recruté à 10 millions, Langor Faye. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez cette équipe de Rennes qui a des problèmes défensifs, Habib Beye étant lui-même un défenseur, même s'il a toujours vanté le mérite de Pep Guardiola, je crois qu'il pourrait faire une très très bonne chose. Écoute, avec Rennes. Ce matin, il a dit « C'est une aventure exceptionnelle avec les Rouges et Noirs qui s'ouvrent et je veux ramener des sourires, de la vie et du dynamisme. » Quelques réactions précises. Oui, des réactions, il y en a, mais c'est pas forcément un cadeau, quoi. Hein. Là, il reste 15 matchs de championnat. C'est une chose d'arriver au mois d'août, de faire la préparation, d'avoir toute son équipe, d'avoir ses projets. Là, c'est d'urgence absolue pour Rennes, pour se maintenir. Par exemple, il avait été il arrive en cours de saison, on l'a vu avec Sampaoli, il gagne pas les 2 premiers matchs. Là, déjà, il aura une énorme pression sur les épaules. Sampaoli, on l'avait dit dans cette émission, on n'y croyait pas et on en a la confirmation. En revanche, Habib Beye, il avait été approché par Nantes il y a quelques semaines. Il a senti que le projet lui convenait pas. Il avait dit non. Donc il sait ce qu'il veut. Qui, au dernier moment, lui a dit... C'est Nantes qui a dit non. non parce que c'est Nantes qui a dit non, Xavier. Il avait un certain nombre d'exigences. Non, c'est Nantes qui a dit non parce qu'il ne s'est pas présenté, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Oui. Mais là, il sait ce qu'il veut, Habib. Oui. Et donc, je pense que s'il va à Rennes, c'est parce qu'il sait aussi qu'il a les moyens de travailler. Je pense qu'aujourd'hui, il va à Rennes. Je suis très cru avec Habib, que j'adore. Je pense le défi est énorme, non? Non, mais il a un ego surdimensionné. Il le dit, il le répète. Et il a raison. C'est un garçon attachant, on le connaît tous. Il a des envies démesurées. Aujourd'hui, il a dit, c'est la Ligue 1 ou rien d'autre. Rennes, 16e. C'est autre qu'un cadeau empoisonné. Mais là, si Habib, il s'en sort pas, on fait quoi? Il sera 3 entraîneurs, c'est le 3e. Hein. Pour moi, c'est un challenge très, très dur. Et j'entends que tu me dis, Aviena, mais il va le relever. Mais relever quoi? Alors, il y a eu un entraîneur qui est arrivé, il a dit, oh, Mandanda, tu dégages, c'est Brice Samba. Seko, t'arrives. Là, les mecs, ils sont perdus, ils savent pas. Donc, Habib, avec toute la bonne volonté et tout le cœur qu'il va mettre, ça va être hyper difficile. Oui, et j'espère une chose. Non, mais Annie, j'espère une chose, c'est qu'ils lui ont dit, écoute, tu peux nous sauver, s'il te plaît? Parce que là, j'espère qu'ils n'y ont pas dit, il faut retrouver l'Europe. Parce que alors là... Non, mais Xavier, pour l'instant, attention, il sera prolongé l'année prochaine. Pour l'instant, non, mais barragiste, là. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que, à contrario, tu perds 2 matchs. Mais si tu gagnes 2 matchs, peut-être qu'il peut faire ça. Donc attention. Il faut savoir Rennes est sur 5 défaites d'affilée. Mais je sais tout ça. Donc il peut difficilement faire pire, Habib. Il peut continuer à perdre. Xavier vient de dire Habib ne va pas faire pire que Sampaoli. Qu'est-ce que vous en savez? Avec 3 victoires et 7 défaites et tout. Mais là, surtout, il faut savoir que les dés de Dieu tombent toujours à pic. Le premier match, c'est contre Strasbourg. Or, c'est là où il commence, justement, comme professionnel, justement, à Rennes. Il n'y a pas de hasard, c'est vrai. En 98, donc là, je crois plutôt que c'est un bon challenge pour lui et de toutes les façons, Habib aime le danger. Et vous le savez d'ailleurs, il aime la polémique, il aime ceci, il sait supporter ça. Et le football, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit qui ne supporte pas les étincelles ne devient pas forgeron. Ceux qui supportent Habib Beye, ce sont tous les Sénégalais. Wally Keita, nous sommes tous des Rennais maintenant depuis la Casamance. Nous aussi, on y croit à Habib Beye du côté de Rennes. Et on va trembler tous les week-ends pour lui, pour qu'il ne descende pas en Ligue 2. Cette Ligue 2 où il avait fait monter un club d'ailleurs. Donc le match, 20e journée, ça sera dès dimanche au Roazhon Park. Et ça sera contre justement le RC C'est les mêmes personnes qui l'ont pris qui avaient pris Sampaoli quand même. Oui. Il y a 10 matchs. Non, mais attention, ça vous montre le niveau peut-être. On verra ça. Allez, tout de suite les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et tout de suite les cartons de nos auditeurs et internautes sélectionnés par David Finzel. Bonjour Radio Foot International, Madame Annie Gasnier, Monsieur Rémi Ngono, Monsieur Xavier Barré. Bonjour Radio Foot International, Madame Annie Gasnier, Monsieur Rémi Ngono, Monsieur Xavier Barré, tout le monde, voilà. C'est Eli Kaloubi, votre jeune et fidèle auditeur depuis la RDC Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai un carton, il est vert, il est pour un joueur qui ne cesse de nous impressionner. Je parle bien évidemment de Rafael Diaz Bedoli, alias Rafinha. À l'espace de quelques mois, est devenu un prétendant sérieux pour le Ballon d'Or. Franchement, pour Rafinha, c'est une source d'inspiration pour nous. C'est un joueur qui n'a jamais rien lâché, qui est toujours allé au charbon, qui a toujours tout donné. Et c'est un carton vert pour lui. Merci, force à Goma. Salut le Café des Sports, c'est Tefaya Banané depuis Aix-en-Provence en France. Je donne un carton vert au club français pour leur campagne en Ligue des Champions. Parmi les 4 représentants français, aucun n'est encore éliminé pour l'instant et cela fait une bonne publicité pour la Ligue 1 française.
Bonne émission à tous. Salut Café Foot, moi c'est Basile de Douboum depuis le Tchad. Mon carton il est vert pour la prestation du Real Madrid pour la belle victoire 3-0. Malgré notre 11e place, on reste focus, on doit gagner le barrage à la Madrid. Claude Banimba depuis Lubumbashi, en RDC dans les Hauts-Katanga plus précisément. Mon carton rouge s'adresse à Rémi Ngono qui se verra éliminé avec son équipe de Real Madrid face à Manchester City. C'est Samounoué depuis Dakar au Sénégal. Je donne un carton vert à l'UEFA pour cette belle initiative par rapport à cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. C'est un format qui a plein de suspense, vraiment. En tant que supporter et amateur, on applaudit. Bravo à l'UEFA. Bonsoir Radio Foot. C'est Gallo Abdul Guinéen vivant aux États-Unis. Le meilleur buteur de la Ligue des Champions n'est pas européen, n'est pas sud-américain, il est guinéen. Carton vert à Siro Girassi. Pourtant, on ne parle pas assez de lui, hein, mais c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Je suis tellement content. J'espère qu'il sera le meilleur buteur de la compétition. Je suis Adrien Herman Minala depuis Yaoundé au Cameroun. J'adresse un carton vert foncé à toute l'équipe du LOSC et à son entraîneur, le grand Bruno Genesio. Personne, je dis bien personne, ne pouvait imaginer miser sur l'île. Coup de chapeau à Bruno Genesio. Ce monsieur, il est très calme, il est posé et travailleur. C'est un mélange de Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Carton vert à l'équipe de LOSC. C'est Ignace Yabré à Ouagadougou au Burkina Faso. J'adresse un carton vert à l'international burkinabé Dango Ouattara pour son triplé la semaine dernière. C'est un geste historique. Pour la première fois, un international burkinabé a pu faire un triplé dans le plus grand championnat au monde. Et je remercie et je suis Rémi pour ses proverbes depuis 10 ans. Et j'arrive à convaincre mes auditeurs au Burkina avec les proverbes. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Nathan Moulonda à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Moi je vais donner le carton rouge à John Testor pour avoir limogé l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Hier sage parce que l'Olympique Lyonnais est 5e en Ligue Europa et 6e en championnat de France de Ligue 1. En tout cas carton rouge à John Testor. Je suis Dylan depuis le Gabon. Mon carton jaune aux supporters des éléphants de Côte d'Ivoire et à ceux des Lions indomptables du Cameroun qui se voient déjà trop beaux pour la prochaine CAN. Comme le dit un proverbe africain, ce n'est pas parce que le joueur du Tam-Tam a fait des bonnes funérailles qu'il aura droit à une part d'héritage. Bonjour, comment vous allez? J'espère que ça va très très bien. C'est Sekou depuis Sénégal. Ce soir, mon carton est vert et je donne un carton vert à tout le groupe de Café des Sports. Puisque nous, on prend toujours que du plaisir lorsqu'on vous regarde ce duel de Rémi Ngono, Xavier Barré, Frédéric, Annie Gasmi, tous en carton vert à vous et puis bon week-end. Merci de vos encouragements et on vous aime tous et on attend toutes les semaines et on guette vos cartons toutes les semaines. Allez, les nôtres. Rémi, à vous, premier carton. Alors, il y a un auditeur qui m'a grillé la politesse avec un carton vert sur Guirassy et bien évidemment c'était aussi le mien parce que je disais qu'il méritait le ballon d'or africain, j'avais défendu et tout. On m'a dit que non, c'est elle qui a fait ceci. Mais aujourd'hui, on voit justement qu'il réussit à s'imposer toujours justement en Europe. Parce avec Dortmund. Voilà, avec Dortmund, parce que s'il avait l'effectif des autres, bien évidemment, dans le continent, il ferait de très très bonnes choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ses 9 buts, il se retrouve quand même en 8 matchs. Il se retrouve comme le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc c'est quelqu'un qu'il faut féliciter et de toutes les façons qui marque à toutes les positions. 9 buts, autant que Lewandowski du FC Barcelone. Xavier. Oui, carton vert aussi, et pareil. Un des auditeurs qui l'a donné à Bournemouth, le club du sud de l'Angleterre qui est en train de réaliser une saison assez exceptionnelle avec pas mal d'attaquants d'ailleurs issus du continent africain. Dango Ouattara, donc le burkinabé, mais aussi Semenyo, Antoine Semenyo qui joue pour le Ghana. Il y a le fils de Patrick Kluivert également qui joue dans cette équipe. C'est une formation qui est pas très réputée, mais actuellement selon les bilans, c'est la 4e équipe qui se crée le plus d'occasions
en championnat d'Angleterre derrière Liverpool, Chelsea, Arsenal. La 3e défense la plus efficace derrière Liverpool et Arsenal. Et ce week-end, ils rencontrent Liverpool. Donc je vous invite à aller regarder les cherries, les cerises, avec beaucoup d'attention. Ouais, ça, il y aura du rouge dans l'air donc entre les cerises et les Reds. Marc Libra, vous aussi vous êtes en vert. Ouais, je suis carton vert. Vert et bleu, vert et jaune. Ouais, enfin vert et bleu, vert et jaune. Déjà, il y a Genesio et Eric Roy que je voulais mettre vraiment en avant. Mais après, quand on voit que Neymar revient au pays, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir parce que je pense que ce garçon n'est pas forcément fini. Il a des objectifs de Coupe du Monde 2026. Et moi, ces histoires-là me plaisent. Donc, alors, on a des images de lui à Santos, jeune, avec une crête très affûtée. On l'appelait l'Iroquois à l'époque. Voilà, j'espère qu'il va retrouver son niveau parce que ça me fait plaisir. Parce que bon, il est parti dans un autre championnat. Voilà. J'espère qu'il y a d'autres choses et qu'il n'est pas fini parce que, qu'on le veuille ou non, qu'il soit à Paris ou ailleurs, c'était quand même quelqu'un qui me faisait lever de mon fauteuil en disant il est capable de faire ça. Pour un Parisien, qui fait lever un Marseillais. Moi, je vous ai dit, des fois, il déconne, mais il y a des fois où ces joueurs-là, il y en a très peu sur la planète. Donc, il faut en conserver encore et c'est bien qu'il rentre à Santos. Neymar de retour justement au FC Santos. Frédéric ? Un carton vert, avec un peu de rouge, mais parce que c'est la couleur du drapeau de Madagascar. Non, le carton vert, Corentin Martins, qui vient de s'engager avec les Baréas, sélectionneur de Madagascar, lui qui a fait de très belles choses par la Mauritanie, on l'a vu en Libye ensuite. Bon, il a signé pour seulement 1 an, la CAN, ils ne sont pas qualifiés, il faut voir très loin, il faut reconstruire. Il va là-bas, Corentin Martins, on espère qu'il va faire des étincelles, des merveilles avec Madagascar. Et nous, rapidement, c'est un carton rouge, mais c'est un carton rouge à tous ces 4e maillots. On dit que les clubs mettent en valeur leurs valeurs. Eh bien, on se demande s'ils ne mettent pas surtout en valeur leurs finances en vendant des maillots dont les couleurs n'ont rien à voir avec l'historique des clubs. Le 4e devient de Paris le bleu, le porte-bonheur avec les ailes. Ils ont dit c'est le maillot porte-bonheur. On verra bien. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Annie. Merci à tous de votre attention et on vous souhaite un très bon week-end.